Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-9. Très bon début de journée. Tout de suite le journal, en voici les principales informations. Le souverain a inauguré hier à Rabat le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Un projet qui va contribuer au rayonnement du patrimoine artistique de notre pays. Le souverain a également lancé les travaux de réalisation du Grand Théâtre de Rabat. À la une également, des milliers de personnes qui sont descendues dans les rues d'Istanbul et d'Ankara et des villes à majorité kurde pour dénoncer le refus de la Turquie de voler militairement au secours de Kobané. La contestation a dégénéré en affrontement. On compte une dizaine de morts. Et puis enfin, à la une également, l'Espagne toujours mobilisée contre le virus Ebola. Les autorités sanitaires espagnoles mènent une course contre la montre pour identifier les contacts de l'aide-soignante qui a été atteinte du virus. 4 autres personnes ont dû être hospitalisées. Son mari, 2 autres infirmières et un ingénieur. Et donc on commence avec la une de l'actualité nationale. Je vous le disais, le souverain a inauguré hier à Rabat le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Un projet qui va contribuer au rayonnement du patrimoine artistique du royaume. Et le souverain a également lancé les travaux de réalisation du Grand Théâtre de Rabat. Les précisions de Manal Al-Akhdari. Le Maroc entame un nouveau chapitre de son histoire culturelle. Le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain est le premier musée public créé après l'indépendance. Ce projet phare, inauguré par le souverain, a coûté 200 millions de dirhams investis pour conserver le patrimoine artistique et civilisationnel du royaume. Cette structure culturelle répond aux normes muséographiques internationales. Elle se veut un lieu d'échange pour la découverte du monde de la création moderne et contemporaine. Le nouveau musée du Maroc est également dédié à la formation. Les lauréats des écoles d'architecture, des écoles des beaux-arts ou encore les historiens et les conservateurs de l'art pourront bénéficier de cycles de formation. Objectif, faire de la culture un véritable vecteur de développement humain, social et économique. Lors de la cérémonie d'inauguration présidée par le souverain, la Fondation nationale des musées a signé une convention de partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. 2 autres partenariats ont été conclus avec la Confédération générale des entreprises du Maroc et l'institution Smithsonian. Le roi Mohamed VI a par la suite procédé à la décoration de certaines personnalités marocaines et étrangères, parmi elles l'ancien ministre français de la Culture Jacques Lang et Meriem Ben Saleh, président de la CGEM. Le souverain a également donné le coup d'envoi des travaux de réalisation du Grand Théâtre de Rabat, un autre symbole de renouveau culturel et artistique de la capitale. Ce projet réalisé sur un terrain de 7 hectares est un espace à vocation socio-culturelle par excellence. Il fait partie du programme de développement de la capitale Rabat Ville Lumière, lancé par le roi Mohamed VI en mai dernier. Et à la une de l'actualité également, je vous le disais, dans le dossier de la lutte contre l'État islamique, la Turquie, où au moins 12 personnes ont trouvé la mort lors de violentes manifestations pro-kurdes. Des manifestations qui ont éclaté en Turquie pour dénoncer le refus du gouvernement d'Ankara d'intervenir militairement pour empêcher la chute de la ville syrienne de Kobané. De nombreuses autres personnes ont été blessées lors de ces affrontements qui ont fait de très importants dégâts matériels dans de nombreuses villes du pays, dont celle du sud-est à majorité kurde. D'autres incidents se sont produits dans les plus grandes villes du pays, notamment à Istanbul et à Ankara, où la police est intervenue avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestants pro-kurdes. Par ailleurs, la communauté kurde a aussi manifesté dans plusieurs autres pays pour dénoncer l'inaction de la communauté internationale face à l'avancée des djihadistes de Daesh. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué hier que Kobané était sur le point de tomber. Il a plaidé en visitant un camp de réfugiés syriens pour une opération militaire terrestre contre les djihadistes. On l'écoute tout de suite. Le terrorisme ne peut pas être arrêté avec des bombardements aériens seulement. On ne pourra mettre fin à cela que s'il y a une coopération avec ceux qui combattent sur le terrain. Kobané est sur le point de tomber. Nous avons demandé 3 choses.
décréter un embargo aérien, déclarer une zone sûre en parallèle à la région et entraîner l'opposition modérée en Syrie et en Irak. Et sur le terrain en Syrie, à Kobané, effectivement, la résistance des Kurdes est acharnée. La bataille est terrifiante selon Washington. La troisième ville kurde de Syrie est devenue le théâtre d'une guérilla urbaine. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de plus de 400 morts, en grande majorité des combattants des deux camps. Depuis le début de l'offensive djihadiste le 16 septembre dernier, ailleurs en Syrie, un père franciscain et plusieurs chrétiens ont été capturés lundi dans le nord par le Front al-Nusra. En Irak, des avions F-16 néerlandais ont lancé leur première frappe contre l'organisation de Daesh. Autre grand titre de l'actualité, c'est donc l'Espagne toujours mobilisée contre le virus Ebola. Les autorités sanitaires espagnoles mènent une course contre la montre pour identifier les contacts de la première personne qui a donc contracté le virus Ebola hors d'Afrique. On le rappelle, il s'agit de cette aide-soignante à Madrid. Outre cette infirmière malade, 4 personnes sont aussi hospitalisées par précaution à l'hôpital Carlos III. Son mari, 2 autres infirmières, un ingénieur également. Une des infirmières et l'ingénieur dont les premiers tests sont négatifs pourraient sortir dès aujourd'hui. L'autre infirmière a une fièvre légère, selon le quotidien El País. Les autorités sanitaires ont identifié une 50aine de personnes potentiellement exposées et l'enquête continue pour en identifier d'autres. La Commission européenne a demandé des éclaircissements à l'Espagne et pour cause, les experts ont pointé des failles dans le système de prise en charge espagnol. Par ailleurs, toujours à propos d'Ebola, ce démenti en provenance de Côte d'Ivoire. La ressortissante marocaine décédée le 30 septembre dernier à Abidjan n'était pas atteinte d'une maladie contagieuse, encore moins du virus Ebola. C'est ce qu'indique une source médicale sur place. Résidente en Côte d'Ivoire, la défunte âgée de 54 ans, mère de famille, souffrait d'un asthme qu'elle traitait à l'aide d'un corticoïde. Son état de santé se serait aggravé par un paludisme qu'elle avait contracté un peu avant sa mort. Et puis autre information ce matin qui concerne là encore la mort d'un autre ressortissant marocain. On a appris qu'un diplomate marocain avait été retrouvé mort dans son domicile à Pretoria en Afrique du Sud. Il travaillait pour la représentation diplomatique marocaine dans la capitale sud-africaine. L'homme aurait été assassiné. On ne connaît pas pour l'instant les circonstances de ce drame. Une enquête a été ouverte par les autorités sud-africaines. On va rester en Afrique, au Mali, plus exactement, où un casque bleu sénégalais a été tué dans le nord du pays, à Kidal. Des roquettes ont visé un camp où sont cantonnés des soldats français et la force de maintien de la paix de l'ONU. Les tirs de harcèlement ont également blessé 2 soldats du contingent sénégalais. Les auteurs de l'attaque n'ont pas été identifiés, mais les insurgés intégristes, toujours actifs dans le nord du Mali, ont intensifié leurs attaques contre les forces étrangères ces dernières semaines. On va continuer avec cette véritable prouesse médicale et surtout l'espoir pour des milliers de femmes. Pour la première fois au monde, une Suédoise âgée de 36 ans a pu donner naissance à un enfant après avoir subi une transplantation d'utérus. Elle était née sans utérus en raison d'une affection génétique. Elle a accouché d'un garçon en bonne santé. Voici son témoignage. C'est fantastique, c'est vraiment fantastique d'être une maman. C'est la première fois que j'ai vécu cette vive émotion. Malgré des années de douleur et de désespoir, dès que j'ai touché mon bébé, je me suis sentie une maman à part entière. Nous avons parcouru un chemin long et difficile. Nous sommes passés par des moments de crainte et de doute durant toutes ces années, mais je pense que la science avance et le traitement de ce genre de dysfonctionnement au niveau de l'utérus sera de plus en plus efficace. Ce sera plus facile pour d'autres femmes d'avoir un enfant.
Voilà, un véritable exploit et autre exploit salué justement, surtout récompensé par un prestigieux prix, le prix Nobel de physique qui récompense cette année les ampoules LED. 3 chercheurs ont réussi à produire de la lumière bleue au moyen de semi-conducteurs, un composant essentiel pour produire des ampoules à basse consommation. Il s'agit de 2 chercheurs japonais et d'un chercheur américain. Et voilà pour le prix Nobel de physique qui a été attribué hier. Voilà pour le journal. Tout de suite, on prend la direction du Liban. Le Liban, où nous retrouvons en direct de Beyrouth Marine Pradel. Bonjour Marine. Bonjour. Marine, une attaque à la bombe a blessé plusieurs militaires israéliens. Ça s'est passé hier à la frontière entre Israël et le Liban. Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui ? Oui, donc cette attaque était une attaque à la bombe, donc sur une patrouille israélienne. On sait aujourd'hui que 2 soldats israéliens sont blessés à la suite de cette attaque. Une autre bombe a explosé peu de temps après sur la même zone sans faire de blessés. Et c'est la première fois que le Hezbollah revendique une attaque de ce type depuis la guerre de 2006 qui avait opposé Israël et le Hezbollah au mois de juillet. La réponse de l'armée israélienne ne s'est pas fait attendre. 23 obus sont tombés sur le sud du Liban hier. Ce type d'incident se multiplie ces derniers temps à la frontière israélo-libanaise, la frontière libano-israélienne. Récemment, le chef d'état-major israélien, Benny Gantz, donnait une interview dans la presse israélienne et il disait 2 choses intéressantes. La première, c'est qu'il craignait la force de frappe qu'avait acquis le Hezbollah en Syrie depuis que le parti chiite est engagé aux côtés de Bachar al-Assad depuis 1 an et demi à peu près. Et la deuxième chose, c'est que l'armée israélienne se tenait prête à, je cite, renvoyer le Liban 70 ou 80 ans en arrière. Alors dans ce genre de déclaration, c'est toujours difficile de faire la part entre la guerre psychologique et la réelle menace sur la paix et la sécurité dans la région. Mais en tout cas, au Liban, les observateurs ont noté que cette attaque d'hier, permettait au Hezbollah de se rappeler au bon souvenir des Libanais comme le parti de résistance, le rempart face à Israël. Et ça, c'est toujours bon pour son image. D'accord. Marine, le Hezbollah multiplie donc les opérations, les fronts, puisqu'il est toujours actif en Syrie, mais aussi de plus en plus sur le territoire libanais. Oui, le Hezbollah, comme vous le dites, et surtout les fronts Israël, Syrie, Liban. Ce week-end, il y a encore eu de violents affrontements dans la vallée de la Beka, dans la ville de Brital, qui est à quelques kilomètres seulement au sud de Baalbek. Ces combats opposaient le Hezbollah au front Al-Nosra. Alors, il n'y a jamais de chiffre exact dans ces cas-là, mais on estime à peu près à 10 le nombre de morts côté Hezbollah, une trentaine côté front Al-Nosra. Des combats très violents, puisque c'est des combats au tir de mortier, des pilonnages massifs. En fait, les djihadistes du front Al-Nosra essayent de percer une brèche dans la zone frontalière entre la Syrie et le Liban pour s'assurer un repli stratégique, puisque la ville d'Arsal, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, qui était leur base arrière au Liban, est encerclée depuis le mois d'août par l'armée libanaise. Donc ils essayent, ces djihadistes, de se dégager une nouvelle zone de repli, en quelque sorte. Très bien. Qu'en est-il du sort des otages libanais de Daesh et du front Al-Nosra ? Oui, alors ils sont toujours retenus dans dans ces zones montagneuses qui séparent la Syrie et le Liban. Donc sur la trentaine de militaires et policiers libanais qui sont pris en otage, 3 sont morts, dont 2 décapités. Il n'y a pas vraiment d'issue en vue. En tout cas, les djihadistes semblent revoir à la baisse leurs revendications, puisqu'au départ, ils demandaient ni plus ni moins que le retrait du Hezbollah de Syrie et la libération de djihadistes détenus dans les prisons libanaises. Aujourd'hui, ils ne demanderaient qu'un accès à cette ville d'Ersal dont je vous parlais. Donc, tout ça semble montrer que ces djihadistes sur le terrain libanais, en tout cas, sont aux abois et cherchent avant tout une solution de repli. Marine Pradel, vous étiez en direct de Beyrouth pour Média TV. Merci pour ces informations. Marine, on vous dit à bientôt. Place à la revue de presse, un tour d'horizon de vos journaux ce matin commenté par Taoufik El Nasseri. Restez avec nous.